Bonjour à toutes et à tous, j'ai le plaisir pour ce 33e épisode de recevoir Sonia Schilling d'Auvergne. Aujourd'hui, nous revenons à Hambourg et nous allons parler d'enseignement de langue française. Bonjour Sonia, comment vas-tu ? Bonjour Joël, ça va très bien, merci. Et toi ? Très très bien, écoute, je suis ravi de ta participation. Cette série intitulée Entrepreneurs francophones et francophiles d'Allemagne et d'ailleurs, où nous nous attachons à découvrir les différentes facettes ou parcours de créateurs d'entreprises ou de projets par un échange convivial. Comme je l'ai dit juste avant, nous sommes revenus à Hambourg sur la scène des entrepreneurs et nous allons parler langue française. Aujourd'hui, Cocorico, sans faire le jeu de mots que nous connaissons tous, Cocorico est plutôt des cours de français pour les enfants. Mais commençons par le début, donnons la parole à Sonia. Et Sonia, tu connais le principe. La première question, peux-tu te présenter brièvement, s'il te plaît ? Merci Joël d'abord de m'inviter. Alors bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Sonia Schilling d'Auvergne et je suis la fondatrice de Cocorico Parlons Français. Nous sommes spécialisés dans l'enseignement du français aux enfants. Me présenter, ça veut dire je suis française, j'ai grandi en France, mais j'ai toujours, comme toi Joël, évolué dans un environnement international, ou du moins bilingue. J'avais une grand-mère allemande, je suis allée à l'école internationale. J'ai fait mes études en France, des études de droit et de sciences économiques. Et puis après, je suis, après mes études, partie de Paris en Allemagne. Et j'ai travaillé pendant 20 ans dans la finance, notamment à Francfort et à Londres. Et puis entre-temps, en Allemagne, j'ai rencontré mon mari. Ah. Donc voilà, ce sont des choses qui arrivent. C'est des parcours similaires. On part pour des expériences professionnelles et puis et on reste. Ça devient... voilà. On reste, donc entre-temps, je suis mariée à un Allemand et je suis maman de 3 enfants. Et nous vivons avec ma famille, donc à Hambourg, maintenant depuis plus de 10 ans. Ok, écoute, c'est un peu le même parcours, c'est vrai que je le cite pas, moi j'étais venu pour 2 ans pour le travail aussi, et ça fait 17 ans, donc Monsieur Joe, ça fait 17 ans à Hambourg, pour moi c'était le cercle polaire vu du sud-ouest de la France. Donc, comme tu le dis, la vie prend certaines tournures dont on s'y attend pas du tout. Et bon, on n'a pas à se plaindre, hein. Hambourg est une superbe ville, donc je pense que tu peux confirmer. Oui, Hambourg est superbe, mais moi aussi, mon objectif d'origine, c'était de ne pas aller plus au nord que Francfort. Mais bon, ça n'a pas marché. Et voilà, et maintenant, j'y reste, c'est comme ça. Ouais, je pense qu'on a tous un peu ce réflexe français de dire, bon, c'est quand même le nord, pour pas faire analogie à certains films que connaissent tous nos amis francophones. Au final, la ville était très agréable. On ne veut pas pousser nos auditeurs à envahir Hambourg, mais bon, n'hésitez pas, mais je pense que là-dessus, c'est la Venise du Nord. Mais on n'est pas là pour parler de Hambourg, on est plus là pour parler de ta thématique, puisqu'après 20 ans de travail dans la finance, c'est ça, hein ? Oui, c'est ça, Joël. Tu as fait un virage vers les langues françaises. Alors, comment c'est arrivé cela ? Parce que c'est quand même ça qui est intéressant. Oui, je suis retournée à mes origines. Les fautifs, en fait, ce sont mes enfants, parce que être à Hambourg, j'étais la seule à parler français à mes enfants. Puisqu'ils sont dans le système allemand, pour préciser. Et ils sont dans le système allemand. Mon mari est allemand, et donc voilà, on a dit on va d'abord évoluer avec les structures qu'il y a ici. Et puis, mais en fait, on s'est retrouvé très vite confronté au problème qu'ont beaucoup. C'est le problème de soutenir, de développer la langue française quand on est en Allemagne. Donc, comme j'étais la seule à parler français avec eux, j'ai cherché des cours de français. Et ici, à Hambourg, il n'y avait rien. Mais rien du tout pour les enfants. Donc, des cours pour adultes, ah oui, ça, il y en a. Oui, pour les entreprises. Je connais beaucoup d'amis qui font des cours de... Oui, c'est vrai. Mais pour les enfants, aucune offre. Donc, soit il fallait chercher une babysitter, une étudiante française qui a envie de faire du babysitting, une au pair, etc. Voilà, en échangeant avec d'autres parents, j'ai eu le même retour de leur part. Et puis, dans les crèches de mes enfants, les crèches allemandes, il y avait un petit peu d'anglais précoce. Oui. Je me suis posé la question pourquoi d'autres langues n'étaient pas enseignées dès le plus jeune âge. Il y a beaucoup d'Espagnols à Hambourg. J'avais remarqué à l'époque quand j'étais les enfants, parce qu'il y a beaucoup de communautés sud-américaines.
Mais en français, c'est vrai qu'il y a le lycée franco-allemand maintenant, enfin l'école française à l'époque maintenant. Pour les personnes qui binationaux, on va dire couple binational plutôt, des enfants scolarisés dans le système allemand, des structures à côté pour des cours pour maintenir le lien avec la langue française, c'est assez difficile. Tu as commencé là-dedans, donc en te disant bon, donner des cours aux enfants, ou comment c'est venu au fur et à mesure? Mais en fait, je me suis dit, déjà, enfin, pour moi, c'était, comme tu le dis, c'était inimaginable. Mhm, Avec les échanges qu'il y a entre la France et l'Allemagne, nous sommes les deux pays piliers de l'Union européenne. mhm. Ici, il y a Airbus, Oui. donc il y a beaucoup de familles en fait francophones comme nous, hein, Mm. mixtes. Et voilà, je me suis dit bon, il faut changer quelque chose. Je me suis dit bah il faut maintenant promouvoir la langue française, qui me manquait un petit peu aussi à Hambourg, je dois dire. Ok. Promouvoir la langue française. Puis voilà, c'est devenu mon objectif personnel et professionnel Très bien. de promouvoir cette langue, mais dès le plus jeune âge. C'était ça qui pour moi était important, parce que moi-même j'ai évolué comme ça. Moi je suis devenue bilingue parce que j'ai été confrontée à l'allemand déjà très jeune. Mhm. Et comme toi, être confrontée à d'autres langues déjà très jeune, bah, ça permet en fait d'adopter ces autres langues et Oui. d'être bilingue, trilingue, etc. Oui. Même s'il y a toujours une langue qui prédomine. Mais Oui. en tout cas, on acquiert après un niveau de langue voilà, qui est proche du bilinguisme, etc. Oui. Donc c'était ça pour moi qui Ok. était Donc important. c'est là que tu as démarré. Après, on peut faire un clin d'œil. Je sais qu'il y a le Petit Prince qui parle par une des associations francophones, mais c'est vrai que j'avais discuté il y a quelques années avec eux. Ils font des activités pour les petits, mais les samedis ou les mercredis, enfin en semaine. Mais c'est très, comment dire, ils n'arrivent pas à couvrir la très forte demande. Beaucoup de parents qui n'ont pas nécessairement leurs enfants à l'école française, puisque pas assez de place où les parents, par rapport d'un point de vue géographique ou culturel, le mettent dans une école allemande. Et donc ils ont ce cours de français en complément par le Petit Prince. Hein. Ils ont un nombre de places limité, j'imagine. Donc tu as démarré en montant ta structure pour donner des cours aux enfants au plus tôt. Tu t'es formé là-dessus, j'imagine, puisque l'enseignement, c'est quand même. Enfin, moi, je me suis testé quand je suis arrivé en Allemagne. Petite anecdote, quand je suis arrivé en Allemagne, la personne qui me logeait, enfin mon propriétaire, m'avait demandé en me disant: Ah, vous parlez espagnol, est-ce que vous pouvez donner des cours de soutien en espagnol à ma fille? Ça s'improvise pas. Hein. Au début, c'est facile, les bases, mais expliquer la grammaire d'une langue latine à un nom latin, germanophone, c'est pas évident. Il y a des méthodes différentes. Donc je pense que tu t'es confronté à ce genre de problématique et tu t'es dit: Bon, c'était ton nouveau projet de donner des cours aux enfants, c'est ça? C'était ça, c'est devenu. Alors, j'ai créé Cocorico en 2017. Mhm. À l'époque, les cours du Petit Prince n'existaient pas encore. Ah, ok. La différence entre Cocorico et les cours du Petit Prince, c'est que ça ne s'adresse pas seulement aux francophones de parents mixtes, mais Oui. ça s'adresse également aux germanophones qui souhaitent, comme c'est fait avec l'anglais, hein, Ah, les l'anglais initiés. précoce, Ok. et ben voilà, d'avoir Ok. une initiation au français, donc d'avoir du français précoce. D'accord. Donc Pour des c'est gens un qui n'ont pas petit de base, peu quoi, dans la langue, en fait. voilà, une Mhm. cible supplémentaire. Mhm. Et puis la grande différence, c'est que en fait, nous, on se déplace, c'est-à-dire qu'on va là où est l'enfant. Ah, bon. Donc ce n'est pas l'enfant qui vient vers nous, c'est nous qui allons dans les structures. Donc on va dans les crèches, là où se trouvent les enfants, dans les écoles maternelles, dans les écoles primaires. Ok, donc vous faites des Et partenariats. on crée nos groupes là-bas. Ah, ok. Voilà. Et alors, tu as touché le point sensible. Comment se transformer je crois que c'est ce qui peut-être aussi intéresse certains auditeurs qui changent d'emploi et d'objectifs professionnels. Comment, voilà, on passe de la finance à l'enseignement. C'est clair. C'est ce que je me suis posé en voyant le projet. J'ai dit, mais waouh, ok. Une matheuse, on va dire, la finance c'est un sujet, c'est moins proche. Je veux pas dire c'est loin de l'humain, mais c'est différent. Et donc, Oui, puis au niveau du public, c'est différent aussi, complètement, hein, les oui, enfants. complètement. Eh bien, en fait, moi, je suis partie déjà du projet en lui-même, c'est-à-dire créer déjà une offre, Mhm, chose que je savais faire dans la finance. Hein, mhm. C'était exactement mon métier, c'est en fait regarder comment on peut créer de nouvelles offres, Mhm, créer une offre. Donc, je suis partie de ça.
de ce que je connaissais. Et puis, au fur et à mesure, je me suis dit, mais il faut absolument, je ne peux pas, je dirais, travailler avec des enseignants sans connaître moi-même le métier d'enseignant. Donc, qu'est-ce que ça signifie, en fait? D'enseigner une langue aux plus jeunes, et qu'est-ce que le métier d'enseignant? Donc, j'ai fait beaucoup de recherches parce que je ne voulais pas mettre quelque chose sur pied qui ne soit pas solide et qui ne soit pas, qui soit approximatif et qui n'ait pas une certaine qualité. Ça, c'est la rigueur de mon métier. Oui, il le faut. Voilà, je voulais pas mettre n'importe quoi sur pied, surtout quand on s'adresse à un jeune public. Donc, j'ai fait beaucoup de recherches. De fil en aiguille, j'ai passé également la formation pour devenir enseignant de français langue étrangère, et j'ai passé mes diplômes. Et puis, une fois que j'avais ma structure en place, mon offre, que j'avais mon diplôme, le principe, quand on met un nouveau business en place, c'est de tester. Le tester, oui. Voilà, donc alors j'ai testé. Je n'ai pas testé d'offres payantes. Je suis carrément, j'ai proposé des projets bénévoles. J'ai testé dans des écoles, dans des établissements. Et donc j'étais au contact des enfants. Et puis c'est devenu une passion. C'est vraiment devenu une vocation. Donc comme quoi la vie, est pleine de surprises. Je pense aussi, de toute façon, ce qui est fait avec passion, enfin pour les enseignants, il faut être passionné pour faire ce métier, parce que tu transmets quand même un amour de la langue, et tu peux ne le faire que si tu es vraiment passionné et cette connaissance pleine de la langue. Et je pense que c'est assez remarquable, dans le sens où tu dis, tu t'es fait certifier enseignant, donc j'imagine c'est le DEF ou comment on appelle, le professeur pour langue étrangère. Tout à fait. Et c'est un cheminement important, surtout que c'est aussi un gage de qualité. On a parlé donc des formations démarrées en 2017. Maintenant, est-ce qu'on peut aborder un peu plus le mode de fonctionnement? Comment vous fonctionnez avec les enfants? Oui, avec plaisir. En fait, avec nous, l'enfant va se retrouver pendant au moins 45 minutes dans un univers authentiquement français. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on travaille selon le principe de l'immersion. Donc, nos enseignants, ils sont tous de langue française. 2, ils travaillent avec du matériel authentique. Alors, on va travailler avec petite comptine d'enfance, nos chansons, les chansons qu'on connaît bien, avec les classiques. Il y a, par exemple, le petit Nicolas. Ah, grand classique, ça, oui. Ouais. Mes enfants l'ont lu en français et en polonais, pour te dire. Il y a tout l'univers des BD pour les plus grands, et puis forcément les chansons actuelles. Ouais. Donc ça également pour notamment les plus grands. Principe de travailler en petits groupes d'enfants de la même tranche d'âge, et d'avoir une pédagogie bienveillante et par le jeu. On va jouer, on va chanter, on va faire des rimes, on va faire des petites scénettes, des histoires. Et en fait, ça rejoint un peu ce qui moi a été le principe pour lequel j'ai créé aussi Cocorico, c'est permettre aux enfants, pendant qu'ils sont avec nous, d'avoir des moments et des expériences un peu magiques, riches au niveau langagier, riches également au niveau culturel. D'accord. Donc d'avoir un moment privilégié. Donc c'est de la découverte culturelle. Est-ce que, parce que j'imagine c'est plus dans l'approche ludique, apprendre certains vocabulaires, est-ce qu'il y a une démarche un peu plus, on va dire, scolaire, apprentissage de certaines formes grammaticales, ou c'est suivant les groupes, parents ou des enfants? Alors, on aura toujours l'approche traditionnelle d'apprentissage des langues, c'est-à-dire des 4 compétences. Compétences orales, compréhension et reproduction. Compétences écrites, c'est également, on dira dans le langage normal, lecture et écriture. Ouais. Avec les tout petits, qu'est-ce que c'est une compétence écrite? C'est en fait une compétence reconnaître une image, pouvoir reproduire certains dessins, et puis parler en même temps. Voilà. Mais on aura toujours, par exemple, on travaille beaucoup avec des images, on aura toujours les mots en dessous, de façon à ce qu'ils aient déjà, principe aussi dans les maternelles françaises, d'avoir toujours déjà le mot décrit. Donc ça leur permet après de le reconnaître plus tard quand ils sont en maternelle ou en école primaire. Donc on aura vraiment une démarche, je dirais, traditionnelle à ce niveau-là, mais en fait, comment on l'implémente, ça va être en fait par le jeu, par le chant, par les petites scénettes. Ouais, on va beaucoup bouger en fait. On fait beaucoup de gymnastique aussi. C'est bien aussi, c'est bien. Donc c'est bien, vous combinez quoi. Et puis les enfants comme ça apprennent sans s'en rendre compte, c'est-à-dire c'est pas la contrainte d'un cours de soutien de langue ou
ou de soutien scolaire, quoi, en fait. Voilà, ils ne vont pas se retrouver comme dans une salle de cours Ouais. classique qu'on connaît nous, assis à une chaise, à une table. C'est Mhm. tout le problème de beaucoup d'instituts de langue, Ouais. c'est d'installer après les élèves à une chaise, à une table, de faire cours. Nous, ce n'est pas ça le principe. Donc forcément, suivant par rapport à l'âge, Oui. quand ils vont après écrire des phrases, forcément, ils seront à une table et ils auront un stylo. Oui. Ça ne viendra qu'en complément. Et puis, comme on est en petits groupes, en fait, on peut également différencier. C'est-à-dire, pour certains, on va mettre un accent plus important sur la grammaire. Donc, ils auront peut-être des exercices un petit peu plus pointus. Ouais. D'autres, on attendra d'eux des choses un petit peu plus simples. Mais comme les groupes ne sont pas grands, parce que nous, on prend maximum 15 élèves par groupe, et c'est vraiment le grand maxi. Généralement, on travaille avec, ça commence vers 4-6 élèves, et généralement, on tourne autour des 8 élèves. Mais j'ai aussi des groupes où nous sommes à 4, et donc là, c'est vraiment très individuel au niveau du travail qu'on peut faire avec eux. Ok, ça fait venir maintenant un peu la thématique, malheureusement, sur ces 2 dernières années, avec la pandémie, transformation un peu de l'approche, puisque là, tu parlais de petits groupes, donc partenariat avec des garderies, des écoles, en activité, on appelle ça la GBS, donc c'est les activités après l'école, Voilà. qui se fait un peu, c'est dans le système allemand. Hein. Vous avez été, j'imagine, tu as été amené en 2020 à transformer le fait que on n'était plus en présentiel, à faire ces petits groupes-là, mais en digital, enfin en visio. Voilà, complètement. Mais moi, l'avantage que j'avais, c'est que je connaissais la visioconférence par mon métier d'avant. Oui. Parce que quand on travaille... On est un peu partout, oui. Oui, tout le monde connaît ça. Oui. Dans les équipes internationales, on est toujours en visio. Moi, je connaissais ça, donc ça ne m'a pas, ça m'a pas effrayé. On a tout transformé en l'espace d'une semaine. On était à nouveau opérationnel. J'ai proposé à tous mes groupes, même les plus petits, mais là, j'avoue que les plus jeunes avaient 5 ans. Ouais. On a proposé donc les cours en visioconférence. J'ai utilisé Zoom. Voilà, très simple d'approche, d'accès. C'est les enfants comprennent Zoom extrêmement rapidement. Ouais, c'est eux qui nous ont expliqué. Moi, on est un peu en mode hybride, notre génération, si on peut dire. Et c'est exactement ce qui s'est passé en fait. Okay. Les parents étaient un petit peu surpris. En fait, c'est nous qui avons appris aux enfants à l'utiliser, et ce sont les enfants qui ont expliqué aux parents comment ça marche. Ouais, et l'adoption est beaucoup plus rapide. C'est très bien. C'est très bien. Ok, donc on a parlé de la durée, des cours de 45 minutes, directement là où sont les enfants, en petits groupes. Alors ce que j'ai entendu, c'est vous faites des courses une fois par semaine. Est-ce que c'est suffisant pour les enfants ? Alors en tout cas, c'est déjà une bonne base. Okay. D'avoir un cours de langue dédié. 45 minutes par semaine. Déjà, 45 minutes, c'est adapté aux enfants. C'est-à-dire, c'est le minimum, mais c'est aussi leur maximum de temps de concentration. C'est le minimum parce qu'après, ils vont emmener ce qu'ils ont fait avec nous, ils vont l'emmener à la maison. Ouais. Donc, ils vont reprendre les chansons, ils vont reprendre les rimes. De temps en temps, on va leur donner des devoirs, des choses à faire. Oui. Pour faire travailler les parents aussi. Ah bah oui, il faut. Ça. Oui, de toute façon, il faut un conseil aux parents, il faut montrer son intérêt pour ce que l'enfant il est en train d'apprendre. C'est un gros effort pour un enfant, même s'ils absorbent tout comme des éponges et que c'est facile pour eux à cet âge-là par rapport à un adulte, mais c'est quand même un effort. Le cerveau, il travaille intensivement. Et il faut que ça soit du positif derrière, et ça les motive à continuer, donc j'imagine c'est très important. Et du coup, ça nous fait venir un peu à l'autre thématique. Pourquoi apprendre tôt une langue ? Enfin, moi, j'ai un petit bout de réponse là-dessus. On en a discuté en off avant. Pour toi, le plus tôt, le mieux c'est. Je pense que tu m'avais indiqué une anecdote là-dessus. Oui, le plus tôt, c'est le mieux parce que déjà, c'est d'expérience personnelle, comme toi. Et puis après, il y a beaucoup d'études scientifiques qui confirment ça, qu'en fait, l'apprentissage d'une langue supplémentaire au plus jeune âge est naturel et sans effort. Parce qu'un enfant, en fait, il apprend une autre langue en même temps que sa langue première ou sa langue maternelle, ce qu'on appelle la première, parce que d'abord, il ne traduit pas. Lui, un enfant, il regarde, il écoute et puis il le reproduit. Il fait des analogies. Donc, oui, et ça se passe jusqu'à environ l'âge de 9 ans. Et par contre, après, il y a une certaine structure qui s'est mise en place dans son cerveau et après, ça devient fastidieux pour lui.
Et la petite anecdote, l'analogie, je dirais, c'est un peu comme on a appris à faire du vélo. Plus on apprend tôt à faire du vélo, c'est facile quand on apprend petit à faire du vélo. Pour un adulte, c'est plus compliqué. Comme on a appris à faire du vélo, c'est la base. Ouais. Et puis après, il va y avoir celui qui va s'entraîner à faire de la course, l'autre qui va faire du cross. Voilà, chacun va mettre ses compétences supplémentaires. Mais la base, c'est avoir appris à faire du vélo. Donc le plus tôt, le plus tôt, c'est le mieux. Tu m'as indiqué, vous êtes en plein boom ou en plein expansion, si on peut utiliser un terme un peu financier ou entreprise. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Oui, alors on est déjà une équipe de quelques enseignants et on a déjà pas mal de cours de groupe en place. On a aussi beaucoup de demandes pour des nouveaux cours et donc là j'aurais un petit appel à faire. Lance-le. C'est que nous sommes, merci Joël, nous sommes à la recherche d'enseignants en tant que travailleurs indépendants pour Cocorico Parlons Français, donc pour enseigner le français aux enfants. Ça veut dire c'est donc principalement, j'imagine, de langue maternelle ou... Uniquement. Alors, il faut être de langue maternelle française, avoir une expérience, soit d'enseignant déjà, ça c'est formidable, d'éducateur, d'animateur, parce qu'on travaille aussi avec des très petits, des nourrices peut-être. Ou des passionnés du travail avec des enfants, les jeunes francophones qui nous écoutent, qui font des études ici en Allemagne et qui adorent faire du babysitting en complément, travailler avec des enfants, transmettre, avoir ce partage et ce bonheur. Et voilà, n'hésitez pas à rejoindre notre équipe et à me contacter. Principalement si vous habitez Hambourg, région du Nord. Ok, mais écoute, le message est passé, puis je pense Monsieur Joe, par le blog, on va faire passer un message parce que je pense que c'est bien aussi pour, en cette période un peu de transformation des métiers, de faire la possibilité de faire un autre métier à côté, transmettre ce savoir. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui se rendent compte que, tiens, au final, comme on le disait avant, transmettre le savoir, je pense c'est très gratifiant dans le sens de voir l'absorption quand on travaille avec des enfants. Bon, après, il faut avoir la patience, c'est ce que je te disais avant. Mais bon, là, c'est des petites séances et se rendre compte comment ils absorbent ça, comment ils apprennent ça et le plaisir dans les yeux des gens, meilleure gratification en fait. Alors Sonia, puisque tu as fait le parcours de transformation de métier, de la finance à l'enseignement, et qu'on est dans un podcast pour les entrepreneurs, les gens qui veulent se mettre à leur compte, est-ce que tu as des conseils pour des personnes qui aimeraient se mettre à leur compte, faire de l'enseignement par exemple ? Si quelqu'un se sent intéressé par l'enseignement pour un public d'enfants et souhaite se mettre à son compte, donc d'être en travailleur indépendant, mais en fait, le conseil, ce serait vraiment en Allemagne de bien se renseigner sur les obligations légales du travailleur indépendant. C'est assez complexe de ne pas faire, de ne pas partir comme ça, mais vraiment de regarder sa situation personnelle avant de commencer et puis de savoir que administrativement, il faut toujours y consacrer un petit peu de temps. Donc voilà, on peut le faire en parallèle d'une autre profession, d'une autre activité et avoir le bonheur de travailler avec des enfants au quotidien. Mais il faut faire attention à ces obligations légales. Quelqu'un souhaite rejoindre notre équipe, et je suis également là pour éventuellement soutenir, aider selon l'expérience que moi j'ai pu faire et selon les choses que je connais ici en Allemagne. Mais moi je pense que, en tout cas, si quelqu'un a envie d'enseigner, se sent la même vocation que moi et la même passion, et a ce projet de cœur et souhaite en fait avoir une profession où il peut gérer son temps, je pense que c'est superbe de travailler avec des enfants. Tu l'as dit toi-même, ce qu'on aime faire, on le fait bien et on y arrive. On y arrive. En fait, je peux rajouter un point là-dessus. C'est vrai que c'est une thématique qui est assez particulière. C'est l'indépendant en Allemagne. D'un fait, après, moi je te dis toujours aux gens, et tu as raison, c'est de très bien se renseigner parce que chaque situation personnelle est différente. Tu peux être salarié. Enfin, moi je prends l'exemple, si tu es consultant, tu peux pas aller faire une activité à côté sur la thématique dans laquelle tu es consultant. Donc il y a toujours ce besoin d'un point de vue légal, et c'est vrai qu'en Allemagne, si par exemple tu fais une autre activité à côté, j'en sais rien, de la vente,
et que tu es quelqu'un qui est dans l'ingénierie, par exemple, les activités ne se chevauchent pas, mais c'est important quand même de se renseigner d'un point de vue légal, d'un point de vue structure et d'un point de vue fiscal, c'est-à-dire dans le sens, c'est des revenus indépendants, comment les déclarer, à quel volume, et c'est important. Donc pour cela, c'est toujours aussi bien de se faire accompagner par un Steuerberater, donc c'est comment on appelle ça, un conseiller, un fiscaliste. Conseiller fiscal. Un fiscaliste. Fiscal. Et bon, après, ça a besoin d'un certain temps. Mais après, bon, c'est faisable facilement. Et puis, ça dépend de tout un chacun. Puis en plus, il y a la forte demande, comme tu l'indiques. Donc, pour les gens qui cherchent à se réorienter, c'est toujours intéressant. Voilà. En plus, si Sonia, tu as vécu cette démarche, je pense que tes conseils seront utiles. Après, des gens qui veulent te rejoindre, qui n'hésitent pas, ça nous fait venir un peu à comment te contacter. Comment contacter Cocorico? Nous avons un site, donc c'est cocorico-français.de. Ou sinon, c'est tout simple, il suffit de nous envoyer un courriel à info@cocorico-français.de. Voilà, c'est tout simple. Écoute, c'est super. En plus, toutes ces informations seront sur le blog avec cet épisode. Il ne me reste plus qu'à te remercier, Sonia, de ce temps, de cet échange. Je pense qu'on n'en restera pas là, comme on dit toujours. Je dis ça à tous nos invités. Ça a été un plaisir et merci, à bientôt. À bientôt, Joël. Tout le plaisir était pour moi. Et voilà, au revoir. Ciao. Ciao. Eh bien, chères auditrices et chers auditeurs, j'espère que cet épisode 33 avec Sonia Schilling d'Auvergne vous a plu, surtout sur la partie Cocorico, langue française pour les tout-petits. Et puis j'en profite au passage pour faire un rappel, je crois avoir vu dernièrement le besoin d'enseignants indépendants, langue française, langue maternelle, donc n'hésitez pas à vous mettre en contact avec Sonia, je pense qu'elle sera ravie. La semaine prochaine, nous allons à Paris rencontrer ou discuter avec Emmanuel Lewatorski. Emmanuel va nous parler de son activité plutôt tournée vers l'écriture, l'accompagnement à l'écriture de livres, de romans ou d'autres documents. Je vais laisser Emmanuel nous raconter cela en détail la semaine prochaine. Je vous invite donc à vous abonner à nos épisodes si ce n'est pas déjà fait. Sinon, mercredi prochain, 18h, comme d'habitude, pour le prochain épisode. Il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt, portez-vous bien et surtout, restez curieux.